ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Prantzos, que beaucoup de gens connaissent, j'imagine, puisqu'il a déjà donné la dernière conférence. Nicolas, c'était il y a 2 ans, 3 ans? Oui, par là. Oui. Le temps passe vite, c'était sur les voyages Le paradoxe de Fermi. dans l'espace ou paradoxe de Fermi. Je crois que tu dois en être à ta 3e conférence dans ce... Oui. Au moins. Ou voilà. 4e, oui. Alors je rappelle quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas Nicolas Prantzos qu'il travaille déjà avec nous à l'Institut d'astrophysique depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire il était déjà là lorsque la supernova dont il va parler ce soir a explosé. Il a fait sa thèse au CEA. Vous avez remarqué que beaucoup de nos orateurs viennent, soit travaillent au CEA à Saclay, soit y ont passé un certain temps. Et la spécialité de Nicolas Prantzos, c'est l'étude de l'évolution chimique de la galaxie, l'étude de la nucléosynthèse des éléments, et donc ce qui le conduit en particulier à s'intéresser aux phénomènes explosifs des étoiles, puisque c'est à ce moment-là que les étoiles libèrent ces éléments dont il nous parlera sûrement ce soir. Mais non seulement c'est un de nos plus brillants chercheurs à l'Institut d'astrophysique, mais il est également auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique. J'en cite quelques-uns qui ont été particulièrement marquants. Voyage dans le futur, donc, qui a fait l'objet d'une conférence ici, éditée au Seuil, qu'on peut encore trouver. Et Sommes-nous seuls dans l'univers, qui est un ouvrage collectif qui a été donc écrit avec 3 autres collègues chez Fayard, et un ouvrage avec Thierry Montmerle, si je me souviens bien, Naissance, vie et mort des étoiles. Je ne sais plus dans quelle édition. PUF. Au PUF, voilà. Et enfin, un dernier ouvrage qui n'est pas encore paru, mais dont Nicolas Qui était paru il y a 20 ans. Va nous parler, qui était déjà paru il y a 20 ans, donc c'est un double anniversaire, hein, l'anniversaire d'un événement, et puis l'anniversaire aussi de la publication de ce livre, Soleil éclaté. Mais tu nous en diras toi-même un mot tout à l'heure, et je me tais, je te laisse parler. Merci Nicolas. Ok, merci Daniel. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue à notre conférence mensuelle à l'IAP. Alors, l'objectif de la conférence de ce soir, c'est d'une part de faire le point sur un événement explosif, un phénomène explosif, on peut le dire, et d'autre part de célébrer un événement qui a eu lieu il y a 20 ans, cette supernova qui a explosé dans la galaxie proche du Grand Nuage de Magellan, et qui constitue un événement unique dans la vie d'un astronome. On verra tout le long de cette conférence que depuis cette vingtaine d'années qui s'est écoulée, sur un certain nombre de points, on a énormément progressé, et puis sur d'autres points, on a peu progressé ou pas du tout progressé, simplement parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir une autre supernova aussi proche qui pourrait nous enseigner autant de choses. Donc, on va commencer avec un petit peu d'histoire pour dire simplement que le phénomène des supernovas n'est pas nouveau, n'est pas apparu seulement au XXe siècle. Des supernovae ont été observées depuis l'Antiquité. Certains ont été enregistrés. On conserve leurs traces. Ici, vous voyez la poignée de supernovae qui sont vraiment authentifiées et ils sont projetés dans le plan de la Voie lactée. Donc, vous reconnaissez ici le centre, la position du Soleil à 25 000 années-lumière du centre, et puis les bras spiraux. Et les plus célèbres sont sans doute celles qui ont été observées à 1572 par Tycho Brahe, un célèbre astronome de la Renaissance, et aussi, quelques années plus tard, par un autre astronome, Johannes Kepler, celle de 1604. Alors, à l'époque, bien sûr, on ne les appelait pas supernovae, on les appelait simplement novae, novae stellae, de nouvelles étoiles, parce qu'on voyait l'apparition d'une nouvelle étoile dans le ciel. Et on ne les associait pas, bien sûr, à la mort d'une étoile, peut-être à la naissance d'une étoile. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces apparitions des éclats dans le ciel ont beaucoup contribué à ébranler le modèle dominant de l'époque, qui était le modèle géocentrique d'Aristote. Comme vous savez probablement, dans la physique d'Aristote, tout ce qui existait au-delà de l'orbite de la Lune était composé d'une matière parfaite qui s'appelait l'éther, qui était éternel et inaltérable. Il ne pouvait pas y avoir, par définition, des changements dans cette région du ciel.
Or, l'apparition de ces phénomènes, qui étaient clairement au-delà de l'orbite lunaire, a montré que le modèle d'Aristote n'était pas tenable et a contribué beaucoup à le détrôner et à installer le modèle héliocentrique par Copernic, Kepler justement et d'autres. Il faut dire aussi que Kepler était le dernier à avoir observé à l'œil nu une supernova donc, dans la Voie lactée. Et il a fait ça seulement 4 ans avant que Galilée n'utilise son télescope en 1608 pour regarder le ciel. Donc c'est dommage que cette supernova est apparue en 1604, non pas quelques années plus tard. On l'aurait observée au télescope, là c'était seulement à l'œil nu. Alors depuis 4 siècles, on n'a pas vu d'autres supernovas dans la Voie lactée, malgré le fait qu'on pense que la fréquence dans la galaxie c'est 2 ou 3 par siècle. Il y a bien sûr une raison pour cela, c'est que la majorité des supernovae doivent exploser dans la région centrale de la Voie lactée, qui sont obscurcies par les quantités de poussière et de gaz qui existent entre le Soleil et ces régions-là. Celle de Kepler était assez haut par rapport au plan, c'est pour ça qu'on l'a détectée. Alors, les supernovae sont des phénomènes extrêmement lumineux. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, ça c'est clair. Ici, vous avez l'évolution de la luminosité de la supernova. C'est ce qu'on appelle une courbe des lumières. C'est la manière dont la luminosité évolue en fonction du temps. Vous l'avez ici en jour, après le maximum de la luminosité. Et cette luminosité est exprimée sur cette échelle qui est logarithmique, en unité de la luminosité du Soleil. Donc ici, on est à 1 milliard de fois la luminosité du Soleil. Donc vous voyez que c'est des phénomènes extrêmement brillants. C'est au maximum, ici, c'est 10 puissance 42 erg par seconde. C'est des unités qu'on utilise couramment en astrophysique. C'est 1 milliard de soleils, donc c'est autant qu'une petite galaxie. Une supernova au maximum émet autant qu'une petite galaxie. Et l'énergie totale qui est émise, donc si vous intégrez ça dans le temps, jusqu'à une année ou plusieurs années après l'explosion, c'est environ 10 puissance 49 erg, donc autant que le Soleil émet en 100 millions d'années. Alors, quelle est la source de cette prodigieuse quantité d'énergie? Cette question a été posée assez tôt dans le XXe siècle, et quelqu'un qui a apporté une réponse, c'était l'astronome suisse Fritz Zwicky, un pur génie parce que c'est lui qui a découvert aussi la matière noire, mine de rien, dans les années 40. Alors, et déjà en 1932, c'était l'année où on a découvert le neutron. Vous savez, cette particule constituant des noyaux qui n'est pas chargée. Et dès qu'il a été découvert, Fritz Zwicky et un autre physicien, Lev Landau, ont formulé l'idée qu'il existe des astres dans l'univers qui sont composés uniquement de neutrons, des étoiles à neutrons, des objets très compacts, très denses, la masse du Soleil et la taille de Paris, en fait, une dizaine de kilomètres. Et donc Zwicky a imaginé qu'on pouvait obtenir beaucoup d'énergie s'il y avait une énorme quantité de masse qui s'effondre sur une étoile à neutrons, sur le champ gravitationnel très intense d'une étoile à neutrons, à l'instar de nos centrales hydroélectriques qui utilisent l'énergie de l'eau qui tombe dans les champs gravitationnels de la Terre. Sauf que le champ gravitationnel d'une étoile à neutrons doit être beaucoup, beaucoup plus grand. Donc ça, c'était l'idée de Zwicky déjà en 1932. Et on va voir qu'il avait raison. Une autre idée qui a été proposée par deux autres astronomes, Willy Fowler et Fred Hoyle, c'était une explosion thermonucléaire, mais d'une étoile entière, pas d'une bombe à hydrogène, d'une étoile entière. Et on va voir qu'il y a certains supernovae qui correspondent aussi à cette idée-là. Alors, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que cette énergie-là, qui est déjà très grande, c'est l'énergie émise uniquement sous forme de photons, énergie électromagnétique. Mais il y a 100 fois plus d'énergie qui se trouve dans les débris de la supernova, comme elle se propage dans le milieu interstellaire. Il y a une certaine masse qui va à une certaine vitesse, et ça fait une certaine quantité d'énergie qui est 100 fois plus grande, donc 10 puissance 51 erg, sous cette forme-là, d'énergie cinétique. Donc, ces modèles-là doivent tenir compte aussi de ça, surtout de ça, en fait, qui est beaucoup plus grand. Donc, maintenant, on sait effectivement, les supernovae, c'est des phénomènes qui marquent la mort des étoiles, et pour le comprendre, il faut faire un petit détour par la vie des étoiles. Alors, la vie des étoiles est étudiée par les astronomes en utilisant beaucoup ce type de diagramme que vous voyez ici, qu'on appelle diagramme température de surface, que vous avez sur cet axe, qui va vers les températures plus élevées, donc plus chaud par là. Et puis, sur cet axe, on a la luminosité des étoiles, en unité de la luminosité du Soleil. C'est une échelle logarithmique qui va jusqu'à 1 million ici. Et sur ce diagramme, la grande majorité des étoiles, 90%, se trouve sur cette bande diagonale qui va des étoiles
chaudes et lumineuses aux étoiles froides et peu lumineuses, qui s'appelle la séquence principale. Le Soleil lui-même se trouve au milieu ici, avec une luminosité solaire et 6000 degrés température de surface. Et puis, il y a des autres classes très importantes, les géantes rouges, des objets froids, ici, froids à 3000 Kelvin, et puis très lumineux. Et puis, les naines blanches qui se trouvent par là, chaudes, mais peu lumineux, parce qu'ils sont très petits, très compacts. Alors, on comprend ce diagramme, on sait que la majorité des étoiles passent la plus grande partie de leur vie à brûler leur combustible le plus abondant, qui est l'hydrogène, pour former de l'hélium 4 et dégager de l'énergie. Et cette énergie leur permet de chauffer leur cœur. Et comme un gaz qui est chaud a tendance à se dilater, d'autre part, il y a la gravitation qui a tendance à le comprimer, donc il y a un équilibre qui s'établit, et donc les étoiles passent leur temps à essayer de maintenir cet équilibre en brûlant l'hydrogène, mais un jour, forcément, l'hydrogène sera épuisé, et dans ce cas-là, l'étoile sera forcée à évoluer, à devenir géante rouge, et dans son cœur, elle va brûler le combustible suivant, qui est l'hélium 4, pour faire du carbone 12. Donc, les petites étoiles, comme le Soleil que vous voyez ici, évoluent de manière un peu différente de grosses étoiles. Donc, on va faire cette séparation. Là, à nouveau, c'est le même diagramme, un peu plus schématique, la séquence principale, l'évolution vers les géantes rouges. Donc, les petites étoiles deviennent géantes rouges, et puis, elles éjectent leur enveloppe sous la phase de nébuleuse planétaire, et ce qui reste, c'est le cœur de l'étoile, une sphère minuscule, la taille de la Terre, qui est composée de carbone et oxygène, et qui est une naine blanche. Donc, elle se refroidit, elle revient ici dans la symétrie de naine blanche. Et le Soleil deviendra aussi une naine blanche. Et en principe, une naine blanche est stable, elle n'explose jamais. Sauf dans certains cas particuliers qu'on verra par la suite. Alors, les étoiles massives, c'est une autre histoire. En principe, elle évolue aussi, elle devient géante rouge. Mais dans leur cœur, elles brûlent des combustibles de plus en plus lourds. Le carbone 12, l'oxygène 16, le silicium 28, c'est des éléments de plus en plus lourds, jusqu'au moment où ils arrivent à transformer leur cœur en fer 56, qui est le noyau le plus stable de la nature. Et à ce moment-là, ils explosent en supernovae. Alors, on verra ces transformations un peu plus en détail sur le diagramme suivant, où vous avez une étoile, une supergéante rouge, dont le rayon est environ 700 millions de kilomètres. Ça fait 1000 fois le rayon du Soleil. Si on plaçait cet objet au centre du système solaire, son enveloppe aurait englobé l'orbite de Mars et il irait peut-être jusqu'à Jupiter. Et au cœur de cette énorme enveloppe, il faut imaginer une petite sphère, quelquefois la taille de la Terre, donc c'est le cœur de l'hélium, où se passe toute l'action. L'enveloppe est inerte, il ne se passe rien dans cette énorme enveloppe, mais là, ce n'est pas à l'échelle, bien sûr, c'est toute l'action, donc à l'intérieur, on a formé le carbone et l'oxygène, et les différentes étapes correspondent toujours à la même logique. L'étoile essaye toujours d'échauffer son cœur en tirant sur toutes les réserves énergétiques qu'elle a, parce qu'elle a surtout les réserves nucléaires, mais on va voir qu'elles finissent un jour. Elle tire sur ces réserves nucléaires pour chauffer son gaz et résister contre la gravité. Et chaque fois qu'un combustible est épuisé, c'est le suivant qui prend le relais. Le cœur s'effondre, la température monte et le combustible suivant prend le relais. Donc le carbone brûle quand la température monte à 1 milliard de degrés. Ça ne dure pas très longtemps, une dizaine de milliers d'années, ça fait du néon. Le néon brûle à 1,7 milliard de degrés en quelques années. Vous voyez que ça raccourcit de plus en plus. Ça forme de l'oxygène. L'oxygène brûle à 2,3 milliards de degrés en quelques mois. Ça fait du silicium qui brûle en 4 milliards de Kelvin en quelques jours. Et ça fait du fer dans le cœur de l'étoile. Vous voyez, il y a à la fin une structure en pelure d'oignon avec les différentes couches successives qui représentent toute l'évolution de l'étoile. C'est un peu comme avec les strates géologiques de la Terre. Quand on va à profondeur dans la Terre, on trouve on peut retracer l'histoire, effectivement, de la formation de la croûte terrestre, du manteau. Et là, c'est pareil, sauf que c'est à l'envers. Les choses les plus anciennes se trouvent à l'extérieur, ne se trouvent pas vers le centre. Dans le cas de la Terre, c'est l'inverse. Alors, ce cœur du fer, c'est à peu près la taille de la Lune, 3000 km, comparé à la taille de l'enveloppe qui est énorme. Et comme le fer, c'est le noyau le plus stable de la nature, ça signifie que ces réactions nucléaires ne dégagent pas de l'énergie. Si on veut faire des réactions avec le fer, il faut lui fournir de l'énergie. En d'autres termes, il a des réactions endothermiques, comme on dit. Donc, le fer ne peut pas dégager de l'énergie et il s'effondre et l'étoile meurt. Alors, comment elle meurt, l'étoile? Je vous dis tout de suite qu'on va passer
10 minutes, peut-être un quart d'heure à expliquer tout ça, mais on ne sait pas la réponse. Même aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé avec la supernova d'Ignace de Magellan, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis, malgré toute la sophistication des modèles numériques dont on dispose aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse comment explosent les étoiles massives. Alors, voyons quand même comment on s'imagine la séquence des événements. Alors, je dois vous dire tout de suite que ce que je vais vous présenter ici, ça va prendre 10 minutes peut-être. Dans les ordinateurs les plus puissants dont on dispose, ces calculs prennent plusieurs semaines à se réaliser. Et en réalité, l'étoile fait tout ça en quelques secondes. C'est assez imaginable quand vous imaginez qu'un objet la taille de la Lune va faire tout ce qu'on va raconter en une seconde. Alors, voyons la suite des événements. Alors, je vais présenter une série de diagrammes qui sont un petit peu compliqués. Il ne faut pas retenir, essayer de voir toute l'information qui existe, mais comme je les ai trouvés, on trouve tout sur Internet, comme vous savez, je pensais qu'il faudrait en profiter. Alors, chacun des diagrammes est partagé en deux. Il y a une partie en bleu, où vous voyez des flèches, c'est la partie qui indique les vitesses des différentes régions du cœur de fer. On va suivre maintenant juste les cœurs de fer, pas les autres couches, pas l'enveloppe. Alors, plus la taille de la flèche est grande, plus la vitesse est importante. Et bien sûr, ça tombe, ça va vers le centre. Et puis l'autre partie en rouge, ça va nous donner d'autres informations sur la composition. Au début, c'est du fer, ici, cette partie-là. Et puis d'autres informations. Et vous voyez, la taille au début, c'est 3000 km en gros. Hein? C'est la taille de la Lune. Donc, le cœur de fer commence à s'effondrer. La partie interne, plus vite que la partie externe, c'est plus près du centre, la gravité est plus grande. Alors, sa densité augmente, puisque c'est condense. Ça veut dire que les neutrons commencent à toucher le proton. Pardon, les électrons commencent à toucher au proton. Il y a cette réaction-là, ils sont capturés par le proton. Charge positive pour le proton, négative pour l'électron. Ça se neutralise, ça fait des neutrons. Et ça émet des neutrinos. Donc, dans la partie centrale, on voit ce qu'on appelle une neutronisation du cœur. Et c'est là qu'on reconnaît la future étoile à neutrons qui se forme de cette manière-là. Alors, le neutrino, c'est des particules fantomatiques. Hein. C'est pire que les photons. Ils sont capables de traverser une couche de plomb d'une épaisseur d'une année-lumière sans rien comprendre. Ils interagissent très peu avec la matière. Donc, dans un premier temps, ils s'échappent. Mais au fur et à mesure que l'effondrement avance, donc vous voyez là on est à 100 km, la partie centrale, ça va assez vite, la densité devient telle, plus grande que 1 million de tonnes par centimètre cube. Imaginez un centimètre cube, une cuillerée qui pèse 1 million de tonnes. C'est tellement dense que même les neutrinos maintenant sont piégés, ils n'arrivent pas à sortir de cette région très très dense. Et on va voir que ça va jouer un rôle très important par la suite, ces neutrinos qui sont piégés ici. Alors, maintenant, on est à seulement 1/10. Tout à l'heure, on était 1/10 de seconde après le temps zéro. Là, on avance encore 1/100 de seconde plus tard, et la densité est 100 millions de tonnes par centimètre cube. Là, c'est tellement dense que même les noyaux ou les nucléons commencent à se toucher. Il n'y a plus du tout d'espace. On a ce qu'on appelle la matière nucléaire. En général, dans la matière, même là ou même à l'intérieur d'une naine blanche, ou même d'une naine blanche, il y a beaucoup d'espace vide. Parce que les particules bougent autour d'une position moyenne. Mais là, il n'y a plus d'espace du tout. C'est ce qu'on appelle la matière nucléaire. Les nucléons sont l'un à côté de l'autre. Et cette matière nucléaire est incompressible. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se comprimer beaucoup plus. Donc, l'effondrement s'arrête d'un coup, brusquement, et la partie interne rebondit. C'est une partie où il y a des neutrons, surtout. Et vous voyez, maintenant, ça fait une dizaine de kilomètres ici. Ça fait ça, en gros. Il arrive, boum, il y a un choc qui se forme et une onde de choc qui commence à se propager vers l'extérieur. Mais vers l'extérieur, il y a encore la partie externe qui continue à tomber. Vous voyez les flèches, ça va très vite. En fait, ça va à un quart de la vitesse de la lumière, 70 000 km par seconde à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette onde de choc? Elle essaye de se propager vers l'extérieur. Si elle arrive à traverser toute cette région-là, c'est gagné. Elle pourra propulser le reste de l'enveloppe dans l'espace et l'explosion sera réussie. Mais malheureusement, elle subit de pertes d'énergie. Pourquoi? Parce que dans cette matière qui pleut ici, il y a du fer. Et
cette onde de choc, comme elle se propage, elle casse les noyaux de fer. Elle les casse et au lieu de fer, on a des nucléons, des neutrons et des protons. Et on a dit que les réactions de fer sont endo-énergétiques, elles absorbent de l'énergie. Donc ces réactions-là absorbent l'énergie de l'onde de choc, que du coup elle s'affaiblit, elle s'évanouit petit à petit. Et il s'avère que, c'est ce qui montrent les simulations, et même analytiquement on peut le montrer, qu'il faut un cœur très très petit pour que l'onde de choc parvienne vraiment à faire exploser l'étoile. Il faut des étoiles de masse initiale 10 ou 11 fois la masse du Soleil. Il y a très peu d'étoiles comme ça. Si c'est le cas, on obtient ce qu'on appelle une explosion rapide. Alors, on peut le voir sur ce diagramme, qui est un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'ici, en fonction du temps, qui est exprimé ici en millisecondes, c'est des millièmes de seconde. On a la distance en kilomètres, c'est une échelle logarithmique, donc 100, 1000, 10 000 kilomètres, des différentes couches de l'étoile. Et on voit que les couches internes commencent à tomber vers l'intérieur. Au temps zéro, il y a le rebond, ça repart dans l'autre sens, et puis vous voyez, ça arrive, dans ce cas particulier, que le choc qui se développe propulse tout ce beau monde vers l'extérieur. C'est une explosion réussie. Et ce qui reste, vous voyez quand même qu'il reste des couches qui continuent à tomber, et c'est ça qui va former les résidus, l'objet compact, qui sera l'étoile à neutrons. Donc, c'est comme ça qu'on imagine un des cas possibles de l'explosion d'une étoile. Malheureusement, ce n'est pas le cas général. Ça concerne très très peu d'étoiles. Les étoiles massives, les plus légères, parce que les étoiles massives vont d'une dizaine de masses solaires à une centaine de masses solaires, voire plus. Et donc là, ça marche jusqu'à 10-11 masses solaires, pas plus. Alors, qu'est-ce que font les autres étoiles plus massives? Alors, dans le cas des autres étoiles, on voit que ça ne marche pas et ça retombe. Et ça forme un trou noir. Parce que même la matière incompressible du nucléon ne peut pas résister au-delà d'une certaine quantité de masse. Or, dans la galaxie, dans l'univers, on voit beaucoup des étoiles à neutrons, des pulsars. Donc ça veut dire que ça ne peut pas se passer comme ça. Il doit y avoir autre chose qui fait que les étoiles explosent tout de même. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Revenons un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on est arrêté au point où le choc, l'onde de choc ne pouvait plus progresser. Mais alors, au bout de quelques dixièmes de seconde, le neutrino qui était piégé dans le cœur commence à sortir. Quand on a dit piégé, ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent jamais à s'en sortir. Ils ont été piégés temporairement. Le temps de raconter tout ce qui s'est passé. C'est un peu comme les photons qui sont produits au cœur du Soleil. Vous savez, au bout de quelques milliers d'années, ils sortent de la surface du Soleil. D'abord, ils suivent une trajectoire en zigzag parce qu'ils tapent sur les électrons et après, ils finissent par arriver près de la surface et par sortir. C'est pareil avec les neutrinos. Ils se baladent à l'intérieur et puis quand ils arrivent près de la surface, ils sortent et ça prend un certain temps, quelques dixièmes de seconde. Et à ce moment-là, les neutrinos arrivent à sortir. Or, ces neutrinos-là, ils transportent pratiquement toute l'énergie de l'effondrement. Toute l'énergie de l'effondrement gravitationnel se trouve sous forme de ces neutrinos-là. Et c'est énorme. On va voir, c'est quelques 1053 erg. Il suffit qu'une partie de cette énergie soit déposée dans la région où l'onde de choc est en train de lutter contre les couches qui tombent encore pour la ranimer. Et vous voyez ici, il y a un renversement de tendance. Les couches tombent, mais ils repartent dans l'autre sens. Donc, vous voyez, ça se passe à une centaine de kilomètres du centre. Et vous voyez que maintenant, on a une explosion réussie. Par, justement, ce mécanisme de neutrinos. C'est assez étonnant quand même de penser que ces particules qui sont fantomatiques, qui interagissent très peu avec la matière, sont celles qui arrivent à faire exploser une supernova. Et dans ce cas-là, on obtient ce qu'on appelle une explosion retardée, pas une explosion rapide. Alors, on voit sur le même diagramme qu'on a vu tout à l'heure, en fonction du temps, on a les différentes couches de la supernova qui commencent à tomber, les couches internes à 100 km plus rapides que les autres. Il y a le rebond, l'onde de choc qui part vers l'extérieur. En principe, si ça se passait bien, on devrait avoir une explosion rapide, mais on ne l'a pas, parce que l'onde de choc commence à traîner ici, à s'évanouir. Et vous voyez que ça stagne, c'est ce qu'on appelle le champ de mine. Il n'arrive pas à progresser, et puis vous voyez les autres couches continuer à tomber. Et s'il n'y avait pas les Deus ex machina de neutrinos, qui arrivent par là en renfort, l'onde de choc serait retombée et un trou noir. Mais le neutrino arrive, et il pousse, et on a finalement une explosion réussie. Mais ça ne semble pas marcher non plus. C'est l'idée, tous ces mécanismes que je vous ai expliqués ici,
c'était l'idée dominante, le paradigme dominant dans les années 80, dans les années 90 aussi. Au départ, on a commencé avec des modèles numériques toujours, mais pas trop sophistiqués. Mais maintenant, depuis quelques années, qu'on a des modèles à 3 dimensions, avec un schéma très sophistiqué de la propagation de neutrinos, il n'y a aucun modèle cohérent qui réussit à faire exploser une étoile. Ça ne prend pas beaucoup plus pour le faire réussir. Si on augmente la luminosité des neutrinos de 20 à 30%, on peut le faire. Mais ce ne serait pas cohérent quand même avec le reste. Si on laisse les modèles évoluer tout seuls, ça ne réussit jamais. Il y a une troisième voie qui a été explorée depuis l'année dernière, mais elle non plus, au départ, elle est apparue prometteuse. Elle est un peu plus complexe, et je ne vais pas vous la détailler ici. Donc je préfère m'arrêter là et vous dire qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été faits, des calculs sophistiqués, très sophistiqués numériques, on ne sait pas comment une étoile massive explose. On a essayé la rotation, on a essayé la convection derrière les chocs de neutrinos, on ne sait pas. Alors, mais laissons de côté donc la question de l'explosion et suivons les aventures de l'onde de choc parce que la partie la plus difficile, c'est de sortir de cette région qui est très dense, où le champ gravitationnel est très très important. Une fois que vous sortez de là, les autres couches se trouvent très très loin. Donc la gravitation est faible et il n'est pas très difficile de les propulser dans l'espace. Alors l'onde de choc, à supposer qu'elle réussisse, bon, nous on ne sait pas le faire, mais la nature sait le faire quand même, puisqu'on voit des explosions de supernovae. Donc l'onde de choc se propage dans ces différentes couches, et comme elle transporte de l'énergie, elle frappe ces couches, elle les chauffe, elle porte les températures à des niveaux assez importants, 4,5 ou 5 milliards pour la couche du silicium, et puis pour les autres. Donc dans ces couches, il existe encore du combustible nucléaire, donc on a des réactions nucléaires, ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive cette fois-ci, sur une échelle de temps de quelques secondes seulement. Et tout ce beau monde est propulsé en même temps dans les milieux interstellaires. Donc l'onde de choc et l'explosion de la supernova propulsent dans les milieux interstellaires à la fois les produits de phase précédente, de la vie calme de l'étoile, et les produits de l'explosion. Et tout ça se retrouve dans les milieux interstellaires. Et donc les supernovae sont les principaux alchimistes de l'univers, les sites de production de divers éléments. L'oxygène qu'on respire, par exemple, il est fabriqué là. Le calcium aussi, dans la couche du silicium là. Le silicium de l'ordinateur, il est fabriqué là. L'or, il est fabriqué probablement ici, au bord de l'étoile à neutrons, par un processus qu'on ne connaît pas encore très bien. Le carbone là, et ainsi de suite. Alors, parmi tous ces éléments, il faut retenir un en particulier qui va jouer un rôle très important dans la suite de notre histoire et qui est fabriqué là, dans la couche du silicium, à 4 ou 5 milliards de degrés. Ça s'appelle le nickel 56. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce nickel 56 est instable et il décroît pour former du cobalt 56. Et le cobalt est aussi instable et ça fait du fer 56 finalement, qui est le noyau stable. Alors, le fer 56, mais on l'a rencontré tout à l'heure, on a parlé de la formation d'un cœur de fer, n'est-ce pas? Mais ces cœurs de fer que l'étoile a formés, ils ne voient jamais le jour, ils ne sortent jamais de l'étoile. Pourquoi? Parce qu'ils s'effondrent, ils se neutronisent, donc ça devient une étoile à neutrons. Et puis même ce qui reste dans le bord du cœur de fer, il est cassé par l'onde de choc. Donc le fer qui était formé au départ, par l'évolution normale de l'étoile, ne sort jamais de l'étoile. Ce qui sort, c'est le fer qui est produit sous cette forme-là. Et c'est assez intéressant de penser que l'élément le plus stable de la nature est produit sous forme instable d'abord, pas en tant que tel. C'était un des énigmes majeures de la nucléosynthèse des années 60. Mais on va voir que ça va jouer, cette transition radioactive va jouer un rôle très important dans la suite de notre histoire aussi. Alors maintenant, toutes ces idées-là, un certain nombre étaient développées déjà dans les années 80, avant l'explosion de la supernova d'Ignace de Magellan. D'autres ont été, comme le schéma de la propagation de neutrinos, ont été travaillés un peu plus par la suite. Alors, voyons qu'est-ce que cette supernova qui a explosé le 23 février 1987, il y a exactement 20 ans et 2 semaines, nous a apporté. Alors, ici, vous avez une portion de la galaxie du Grand Nuage de Magellan. C'est la galaxie la plus proche de la nôtre, à 160 000 années-lumière de la Terre. Elle est visible de l'hémisphère sud, pas de l'hémisphère nord.
D'ailleurs, elle a été nommée d'après Magellan, qu'il a vu quand il a fait son périple de la Terre. Ce n'est pas toute la galaxie, et ça, ce n'est pas la supernova. Ça, c'est une région très active de formation d'étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles chaudes ici. C'est une région qui s'appelle R136. Et le 23 février 1987, il y a une étoile qui a explosé ici. C'est la supernova. Alors, c'était la première supernova qui était visible à l'œil nu depuis le temps de Kepler. On n'avait jamais vu une autre, et on n'a jamais vu une autre depuis d'ailleurs. Et c'était un événement tellement unique. À l'époque, on me disait, bon, vous savez, c'est un événement unique dans la vie d'un astronome. C'est comme ça que ça a été décrit. Moi, je ne croyais pas trop. En plus, j'étais très jeune, je me disais, bon, j'aurai d'autres occasions. Maintenant, je sais que je n'ai jamais vu aucune autre comme ça depuis, et je ne pense pas que je verrai jusqu'à ma retraite ou même après. Et c'était tellement important que ça a fait la couverture de Time Magazine de l'époque. Je ne connais aucun autre événement astrophysique ou cosmologique qui a fait la couverture du Time Magazine. Un certain nombre de choses que cette supernova nous a appris étaient conformes à nos théories. D'autres choses nous ont obligés à réviser complètement nos théories de l'époque. Alors, commençons par ça. Donc, la galaxie du Grand Nuage de Magellan, c'est une galaxie proche. Elle est bien photographiée depuis très longtemps. On a des photos de cette région qui dataient d'avant l'explosion. Donc, quand l'éclat de la supernova a diminué suffisamment, on a pris à nouveau des photos de la région, on les a comparées, et on a vu qu'il y avait une étoile qui manquait à l'appel. C'était l'étoile qui a explosé. Et cette étoile, on a pu l'identifier, c'était une supergéante bleue, très lumineuse, presque 1 million de fois la luminosité du Soleil, mais qui avait une température de 16-20 000 degrés. Donc, c'était une supergéante bleue qui avait un rayon de 40 fois la taille du Soleil. C'est assez conséquent, mais ce n'est pas quand même une supergéante rouge qui fait 1000 fois le rayon du Soleil. Or, nos théories de l'époque nous disaient qu'une étoile massive, quand elle explose, c'est une supergéante rouge, et non pas bleue. Pourquoi? Bon, on a été obligé de revoir un peu nos théories de l'évolution stellaire. Là encore, je suis désolé de vous dire souvent qu'on n'a pas la réponse définitive, parce que je sais que ce n'est pas bien de dire ça dans un exposé grand public, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ainsi. On ne connaît pas la réponse à cette question. On a des idées, c'est sûr, mais on n'a pas de certitude. Alors, une idée possible est illustrée sur ce diagramme, où vous avez l'évolution de l'étoile à partir du moment, c'est toujours le diagramme sur température de surface versus luminosité, uniquement pour les étoiles massives, vous reconnaissez la séquence principale où l'étoile brûle l'hydrogène, c'est une étoile de 18-20 masses solaires. Je ne sais pas si au fond vous arrivez à lire ces chiffres, mais en tout cas, cette étoile a été née il y a 11 millions d'années, donc à l'époque, il n'existait pas des humains sur Terre. Elle a fini à brûler son hydrogène à 10 millions d'années plus tard, donc il y a 700 000 ans, quand l'Homo erectus apparaissait sur Terre. Il s'est transformé en supergéante rouge. Vous voyez ici la taille de la supergéante rouge comparée à l'orbite terrestre et à l'orbite de Jupiter. Et à cette époque-là, justement, elle a perdu un peu de sa masse. 2 ou 3 masses solaires, en gros. Et en perdant ses couches externes, on a vu elle est devenue plus compacte et on a vu les couches internes qui sont plus chaudes. Donc, sa température a augmenté dans ce sens-là et elle est devenue une supergéante bleue. Elle a commencé à brûler le carbone il y a 10 000 ans environ. Donc, à l'époque, on commençait à développer l'agriculture sur Terre. Et les dernières étapes de son évolution, vous les voyez ici. À 71, elle a commencé à brûler le néon, 83 l'oxygène, 87 le silicium, le 13 février, et puis elle a explosé le 23 février. Donc, en raison de cette perte de masse, on comprend pourquoi l'étoile a explosé en supergéante bleue. Donc, on a été obligé d'introduire dans le modèle le perte de masse, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Mais même cette explication a certains problèmes. C'est un peu technique de vous le développer. Il y a une autre explication qui implique un système binaire. On ne sait pas laquelle de deux. Chacune a des avantages et des inconvénients. Mais au moins, ça vous donne une idée quand même en quoi ça nous a obligés de revoir, de réviser nos théories. Alors, l'événement le plus important de cette explosion, et s'il y a une chose qu'il faut retenir de cette supernova, c'est qu'on a détecté pour la première et la seule fois jusqu'ici les neutrinos de l'explosion d'une étoile massive, d'une supernova. Alors, les neutrinos, on les a détectés comment? Par un détecteur de neutrinos, bien sûr. Alors, le détecteur de neutrinos, ce n'est pas dans l'espace, ce n'est pas sur Terre, c'est sous la Terre, en profondeur, justement pour
éviter les bruits parasites des rayons cosmiques, parce que les rayons cosmiques, c'est des particules très énergétiques qui se baladent dans l'espace et ça peut donner des signaux qui ressemblent un peu aux neutrinos. Et c'est essentiellement une piscine d'eau ultra pure. Vous voyez ici une piscine avec les plongeurs. Ici, ça vous donne une idée de la taille de la piscine, dont les parois sont tapissées par des photomultiplicateurs. Et le neutrino qui arrive, ça tape sur les molécules d'eau, ça donne un signal très faible qui est capté par les photomultiplicateurs. Et ainsi, on enregistre. Donc, ça, c'est les détecteurs qui se trouvaient au Kamiokan au Japon. Ça fait 2000 tonnes, enfin quelques milliers de tonnes d'eau. Et dans ces détecteurs, ainsi qu'à un autre détecteur qui se trouvait aux États-Unis, le 23 février, on a détecté une poignée de neutrinos. Alors, ces neutrinos, bien sûr, on ne les a pas vus sur le coup, parce que bon, les gens ne passent pas tout leur temps devant les instruments pour voir quand les neutrinos arrivent, ils ne pouvaient pas les savoir. Mais quand les astronomes leur ont annoncé qu'il y a eu une supernova, ils sont allés regarder les enregistrements. Ils ont vu effectivement que des neutrinos ont été enregistrés 2h20 avant l'apparition de la supernova dans le ciel. Alors 2h20, pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure, quand on a suivi les péripéties de la vague de l'onde de choc et des neutrinos, que les deux partent à peu près en même temps du cœur, à quelques secondes près. Or, les neutrinos s'en vont à la vitesse de la lumière. En revanche, l'onde de choc ne va pas à la vitesse de la lumière, va plus lentement. Et elle est obligée de traverser les différentes couches pour arriver à la surface. Et seulement quand elle déferle à la surface de l'étoile et chauffe la surface, on voit la supernova en optique. Donc, ça veut dire que l'onde de choc a mis 2h20 pour traverser les différentes couches de la supernova. Et comme on connaissait la taille de l'étoile, 40 fois les rayons du Soleil, vous divisez par le temps, vous trouvez la vitesse de l'onde de choc, 3000 km par seconde. Elle s'est propagée à l'intérieur de la supernova. Alors, qu'est-ce qu'on a appris avec ces neutrinos? Alors, d'abord, il faut signaler que ces deux détecteurs qui se trouvaient au Japon et aux États-Unis, c'est dans l'hémisphère nord, tandis que les nuages de Magellan se trouvent dans l'hémisphère sud. Ça veut dire que les neutrinos ont traversé toute la Terre et il y a eu des trillions de neutrinos qui ont traversé la Terre. Et chacun d'entre nous, à ce moment-là, il y a seulement une poignée qui ont été captés, qui ont tapé dans les molécules de l'eau, qui ont donné des interactions, des électrons, des photons, et qui ont été détectés par les photomultiplicateurs. Donc, les neutrinos de la supernova ont traversé toute la Terre, et ce signal a duré une dizaine de secondes. On va le voir sur le transparent suivant. Alors maintenant, comme on connaît le nombre de neutrinos, l'efficacité des détecteurs, l'énergie des neutrinos, on va le voir aussi, la distance du grand nuage de Magellan, on peut calculer quelle a été l'énergie totale libérée sous forme de neutrinos à ce moment-là, et on trouve quelque chose comme 3 à 10 puissance 53 erg. C'était 10 000 fois plus grande que tout ce que la supernova a émis sous forme de lumière, et 100 fois plus grand que l'énergie cinétique. Donc ça veut dire que, essentiellement, toute l'énergie libérée par l'effondrement gravitationnel du cœur de fer a été émise sous forme de neutrinos. Alors, comment on peut justifier cette énergie-là? Mais si vous faites, c'est un calcul assez simple, il faut prendre une masse environ une fois la masse du Soleil et la faire se condenser jusqu'à un rayon d'une dizaine de kilomètres. C'est le rayon de l'étoile à neutrons. Et vous obtenez une énergie gravitationnelle de cet ordre-là. Donc, c'était une confirmation éclatante de l'idée des Zwicky. C'est la première fois où on a, même si on le subodorait avant, que les idées des Zwicky ont été confirmées. Alors, la luminosité est neutrinique, donc on prend cette énergie, on divise par la durée, on trouve quelque chose comme 3 à 10 puissance 52 erg par seconde, comparé à la luminosité du Soleil en optique qui est 4 à 10 puissance 33 erg par seconde. Il y a presque 20 ordres de grandeur de différence là-dedans. Donc, pendant quelques secondes, cette supernova a rayonné autant d'énergie, sous forme de neutrinos bien sûr, que toutes les étoiles dans l'univers observable. Pendant quelques secondes seulement. Alors, les neutrinos, vous les avez ici en fonction du temps. Vous voyez, c'est une dizaine de secondes ici. Vous avez l'énergie des neutrinos qui ont été détectés sur 3 détecteurs, Kamiokan, DIMB. Il y a les bleus aussi, c'est un détecteur russe, mais il y a des petits problèmes avec cette détection. Donc, bon. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le signal s'étale sur une dizaine de secondes. Alors, ça, c'est une information importante. Pourquoi? Parce que ça nous dit qu'il n'y a pas eu formation rapide de trous noirs. S'il y avait, après l'explosion, une formation de trous noirs, le signal neutrinique se serait coupé au bout d'une seconde.
là, on voit vraiment le neutrino qui sort du cœur de l'étoile à neutrons pendant un certain temps, pendant qu'il se refroidit, en émettant toute cette énergie. Donc, pas de trou noir. Ensuite, l'énergie moyenne nous donne une idée de la température dans la région où les neutrinos ont été émis. Tout comme les photons qu'on voit du Soleil ont une température de 6000 Kelvin, environ 6000 degrés, c'est la température de surface du Soleil. De la même manière, l'énergie ici des photons correspond à peu près à la température de la région d'où ils sont sortis. Et cette région s'appelle la neutrinosphère. Un peu comme dans le cas du Soleil, la région d'où les photons sortent s'appelle la photosphère. Donc la température de la neutrinosphère, c'était de l'ordre de 150 milliards de degrés. C'est l'endroit le plus chaud dans l'univers actuel. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus chaud. Malheureusement, malgré toutes ces choses qu'on a apprises, il n'y avait pas assez de données, assez de neutrinos, pour nous dire si les neutrinos ont joué un rôle dans l'explosion ou pas. On a vu tout à l'heure toutes les incertitudes concernant le rôle des neutrinos. Est-ce qu'ils arrivent à pousser l'enveloppe? Est-ce qu'ils arrivent à réussir l'explosion ou pas? Ça, on ne l'a pas appris par cette supernova. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Mais ça, c'était la chose la plus importante. S'il faut retenir une chose de cette explosion, c'était l'histoire des neutrinos. Alors on va voir maintenant les suites. Alors ça, c'est une illustration théorique de ce qui pourrait se passer. On a vu au temps de zéro, il y a l'effondrement, l'onde de choc qui se forme à l'intérieur, le neutrino qui s'échappe. Tout ça, on l'a vu. Alors plus tard, 3 heures plus tard, l'onde de choc arrive à la surface et la chauffe. C'est à ce moment qu'on voit la supernova. La surface est choquée. Alors, à l'intérieur, ici, l'onde de choc a créé des noyaux radioactifs. Le nickel 56 qui se transforme en cobalt, en fer. Donc cette radioactivité émet de l'énergie, des photons, qui chauffent les débris de la supernova pendant 2 mois. Mais comme l'expansion des débris se poursuit, ça devient de moins en moins dense. Donc ces photons-là finissent par... l'enveloppe finit par devenir transparent aux photons gamma. Donc, à un certain moment, au bout de quelques mois, quelques années, il commence à sortir l'enveloppe. Donc, à ce moment-là, on pourrait voir les photons gamma de la décroissance radioactive. Ça, c'était une prédiction. Et puis, des années plus tard, on pense que les débris de l'explosion vont finir par rencontrer les milieux interstellaires, tomber sur le gaz qui entoure toutes les étoiles. Et à ce moment-là, on devrait voir aussi des feux d'artifice. Voilà, ça, c'est l'illustration de la théorie. On va voir maintenant ce qu'on a appris dans le cas de la supernova. Alors, les photons gamma, on les a détectés. Vous voyez ici les photons gamma de la décroissance du cobalt 56. Le nickel disparaît très rapidement au bout de 9 jours, mais le cobalt beaucoup plus lentement. Ça veut dire qu'au bout de 113 jours, c'est la moitié de la quantité initiale de cobalt qui reste. Donc il reste pas mal de cobalt. Et vous voyez ici, on a détecté en fonction de l'énergie, vous voyez un spectre, sauf que c'est dans le domaine des rayons gamma. Donc l'énergie est exprimée ici en kiloélectronvolts. Les photons gamma sont les plus énergétiques du spectre électromagnétique. Ils sont produits par les transitions des noyaux. Un photon gamma, c'est 1000 fois plus énergétique que le photon optique qu'on voit de la surface du Soleil, par exemple. Donc ici, vous voyez ce trait qui est clairement identifiable et qui est l'arrêt du cobalt. Donc ça a confirmé tout ce qu'on pensait jusque-là. C'est-à-dire que, parce que je vous rappelle que le nickel, bon, je ne vais pas revenir en arrière, vous vous souvenez le transparent avec les différentes couches de l'étoile, et la couche la plus interne, celle du silicium, dont la température est portée à 4 ou 5 milliards de degrés par onde de choc, et c'est là où se forme le nickel. Mais ça nous a appris justement cette observation qu'effectivement, au sein de l'étoile, la température a été portée à 4 ou 5 milliards de degrés, qu'il y a eu des réactions de nucléosynthèse explosive, et ça a fabriqué ces noyaux-là tout à fait ou à peu près comme la théorie le prédisait. Et que le fer 56 est formé sous forme de nickel 56, comme on a dit tout à l'heure. Mais, il y a un mais, ce trait-là a été vu plus tôt que prévu. Comme on connaissait la taille de l'étoile, il était facile, et on connaissait la vitesse de l'expansion parce qu'on l'a mesurée, il était facile de calculer à quel moment l'étoile deviendrait transparente aux photons gamma. Et vous voyez ici les prédictions. C'est les flux, l'intensité de l'émission, le nombre de photons, si vous voulez, qu'on s'attendait à recevoir sur Terre, en fonction du temps, en jours après l'explosion. Ici, c'est environ 1 année après l'explosion. On s'attendait à commencer à voir, avec nos détecteurs de l'époque,
une année après l'explosion, les photons gamma. Or, on les a vus 6 mois après l'explosion, 6 mois plus tôt que prévu. Pourquoi? Ben, ça nous a appris qu'effectivement, les choses ne sont pas passées comme dans le schéma idéal que je vous ai montré, avec les différentes couches stratifiées qui se trouvaient les unes à l'intérieur des autres, comme des poupées russes, avec les éléments les plus en plus lourds vers le centre. Ça veut dire que l'explosion, pendant l'explosion, il y a eu des instabilités hydrodynamiques, ce qui est tout à fait normal. Quand vous avez une explosion, les choses ne se passent jamais de manière régulière, il y a plein de instabilités qui se développent. Et ces instabilités hydrodynamiques ont mélangé l'intérieur de la supernova. Vous voyez ici ces protubérances, ces doigts qui pénètrent et qui sont des régions de l'intérieur qui sont transportées vers l'extérieur. Vous avez une autre simulation ici, à 4 instants différents, on commence par là. Donc vous voyez que l'onde de choc se propage vers l'extérieur, mais ces protubérances mélangent l'intérieur de l'étoile. Et du coup, des noyaux qui étaient produits près du cœur se trouvent projetés vers l'extérieur, plus près de la surface. Donc ça veut dire que les photons gamma maintenant se trouvent dans les régions de faible densité, près de la surface, et il est plus facile aux photons gamma de s'échapper. Et on les voit plus vite. Et ici, bon, je ne pouvais pas résister au plaisir de vous montrer. Ça, c'est des résultats de simulations numériques très lourdes. Hein. Vous voyez, ça peut faire quand même, sur le plan esthétique, des choses assez intéressantes. Vous reconnaissez la tête souvent. Il y a pas mal de champignons ici qui ressemblent beaucoup aux champignons nucléaires, pour la même raison d'ailleurs. Vous savez, quand une explosion nucléaire, c'est quand vous avez un fluide chaud qui se propage dans un champ gravitationnel, stratifié, etc. Bon, ça fait des choses de ce genre-là. Alors maintenant, on va voir la même chose, mais à une simulation numérique, pas très lourde. C'est une simulation qui a été faite pour réussir, hein, pour que l'explosion réussisse. C'est fait par nos collègues de l'Institut Max Planck à Munich, qui ont les ordinateurs les plus gros, qui sont les meilleurs spécialistes au monde dans l'étude des explosions de supernovae. Et on va voir, ici vous aurez le temps en secondes, ça va durer quelques heures. Non, pas le film, mais l'explosion. Et on va suivre les péripéties de l'onde de choc avec les instabilités, comme il va se propager. Donc là, on fait un zoom très près du cœur, où toute l'action se situe au départ. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure que le temps passe et l'onde de choc se propage vers l'extérieur, nous aussi, on doit reculer pour vraiment voir tout ce qui se passe. Donc on a l'impression quand même, vous aurez l'impression que ça s'est réduit, ce qui n'est pas vrai. En réalité, tout explose. Mais comme d'abord on a zoomé à l'intérieur, maintenant on fait un pas en arrière, l'image donne l'impression de rétrécir. Suivez le temps qui augmente ici. Donc les protubérances, vous voyez comment ça se mélange. Et voilà, 17 000 secondes, ça fait quelques heures. C'est le temps que l'onde de choc a mis pour arriver jusqu'à la surface et faire exploser l'étoile. Je vais le passer une deuxième fois. Voilà. Alors donc, voilà pour les instabilités hydrodynamiques. C'est l'image qu'on se fait maintenant d'une explosion. Mais je vous rappelle, ce qui se passe là, on ne sait toujours pas le reproduire. Cette simulation a été, on a poussé un peu l'étoile pour exploser, si vous voulez. C'est pour ça que ça réussit. Une fois qu'on arrive à passer cet obstacle-là, le reste, c'est plus facile à faire. Alors maintenant, l'effet d'artifice de la supernova. Ici, on a suivi l'émission lumineuse pendant 4000 jours, ça fait une quinzaine d'années, une douzaine d'années. Et vous voyez la luminosité monter d'abord, ensuite, on a vu que ça décroît de manière régulière. Et on a confirmé que ça correspond à la production de différents noyaux radioactifs. On a parlé du cobalt-56, qui a une période de 110 jours. Mais ensuite, il y a d'autres noyaux qui sont produits, radioactifs toujours, par la nucléosynthèse explosive, le cobalt-57, le titane-44, qui ont des durées de vie plus longues, 3 ans pour le cobalt, 100 ans pour le titane-44, et qui ont pris le relais. Et donc, il s'agit maintenant d'une supernova radioactive. La lumière du début, c'était simplement l'onde de choc, l'énergie gravitationnelle. Mais ce qu'on voit par la suite, c'est la radioactivité qui chauffe les débris de la supernova. Alors, autre chose, on a observé, quand le télescope spatial a été mis en service au début des années 90, ces anneaux, ce système d'anneaux qui était un événement unique à l'époque. On ne connaissait pas d'autres systèmes comme ça.
Ça, c'est autour de la supernova. Donc ça, c'est l'explosion, c'est au centre. Et on a découvert un système d'anneaux. Alors là encore, je vous dis qu'on ne sait pas très bien comment ces anneaux ont été formés. On a des idées. Je vais vous présenter une ici. Chacune de 2 ou 3 idées principales a ses avantages et ses inconvénients. C'est trop long de passer dessus. Mais on pense que c'est du gaz un peu plus dense que le reste qui a été expulsé par l'étoile avant l'explosion. Donc, tous ces anneaux-là, c'est du gaz qui a été expulsé par l'étoile avant l'explosion, 10 à 20 000 ans avant l'explosion, et qui a été illuminé par la lumière de la supernova, la lumière ultraviolet. Ça a excité les atomes et les molécules, qui se sont par la suite déexcités et qui émettent ces rayonnements-là. Alors, comment on peut imaginer la formation d'une telle configuration? Alors, une possibilité, c'est ça. Il faut invoquer de la rotation. Vous avez une étoile qui tourne, et quand ça tourne, il y a une force centrifuge qui privilégie l'éjection de matière dans le plan de la rotation. Donc, quand l'étoile est supergéante rouge, elle éjecte un vent dans le plan équatorial, un vent lent, à 10-20 km par seconde. C'est les vitesses typiques des vents de géante rouge. Plus tard, l'étoile, quand il est devenu supergéante bleue, les supergéantes bleues sont plus chaudes, donc les vents sont beaucoup plus forts. Et ce vent-là ne pouvait pas se propager ici, parce qu'il y avait une ceinture autour qui était très dense, donc ça l'empêchait de se propager. En revanche, dans les directions perpendiculaires, il y avait de l'espace, donc il s'est propagé dans les directions perpendiculaires. Et ça a formé 2 lobes comme ça. Alors maintenant, imaginez, il ne faut pas imaginer que ce gaz est très dense, c'est peu dense. Seulement quand on regarde dans les directions tangentes, on voit quelque chose. Hein? Seulement dans les directions tangentes. Et si vous regardez ça, non pas comme ça ou de face, comme c'est le cas ici, mais imaginez que notre ligne de visée, c'est par là, à 45 degrés, mais on voit quelque chose comme ça. Et depuis, on connaît d'autres phénomènes de ce genre. Ce que vous voyez ici n'a rien à voir avec la supernova, c'est une nébuleuse planétaire. La nébuleuse du sablier, comme on dit, Hourglass Nebula. Et vous voyez que c'est à peu près la même chose. Ça implique de la rotation, et ça implique des vents lents au départ dans le plan équatorial et plus rapides par la suite. Alors maintenant, il y a autre chose qu'on a vu par la suite, et qui était prévu aussi par la théorie. Ça, c'est l'éclairage, ça s'est passé assez rapidement. C'était quand la lumière de la supernova, qui va à la vitesse de la lumière, a éclairé cette structure. Mais il y a aussi les débris de la supernova qui arrivent, qui ne vont pas à la vitesse de la lumière, qui vont à une vitesse plus faible. Donc, ils ont mis plus de temps, mais il y a maintenant les débris de la supernova qui portent beaucoup d'énergie cinétique, qui tapent sur cet anneau-là, l'anneau interne. Et vous avez ici une petite animation avec des images du télescope spatial qui va du 1994, la première fois qu'on l'a vu, jusqu'à 2003. Vous voyez cet anneau qui est chauffé maintenant par les débris de la supernova qui arrivent et qui tapent sur cet anneau interne. Donc, et ici, c'est une des dernières images en décembre 2006 de cet anneau-là. Alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut dire sur cette supernova, ce qu'on a appris, ce qu'on n'a pas appris. Sur certains points, comme les progéniteurs, les anneaux, on n'a pas encore les idées très claires. Les neutrinos, c'était bien, mais ça ne nous a pas éclairé non plus sur le mécanisme de l'émission. Maintenant, dans les futurs, on continuera à observer la supernova. Dans quelques centaines d'années, on le verra toujours, parce qu'il est à proximité. On observera toute l'évolution de ce qu'on appelle les rémanents de supernovae. Dans quelques centaines d'années, elle va rassembler à ce qu'on voit aussi, c'est le rémanent de Cassiopeia A, dans notre galaxie. Dans 1 millier d'années, vous voyez, c'est la nébuleuse du crabe qui a explosé il y a 1 millier d'années. Et puis, dans 10 000 ans, ça va rassembler plutôt, ça sera dilué complètement, ce sera un peu comme le rémanent de Vela qu'on voit dans notre galaxie. Et tous ces éléments lourds qu'elle transporte, les débris de la supernova, seront complètement dilués dans les milieux interstellaires. Et à partir de ces gaz enrichis en métaux, de nouvelles générations stellaires seront formées, peut-être des planètes, peut-être de la vie sur une de ces planètes avec l'oxygène, le silicium qu'on vient de voir. Donc voilà pour les étoiles massives, leur mort, ce qu'on a appris avec la supernova d'Ignace de Magellan. Maintenant, on va passer à un sujet différent et on va
revenir un peu sur la définition des supernovae. On n'a pas beaucoup parlé, mais toutes les supernovae ne sont pas les mêmes. Elles diffèrent pas seulement dans leur éclat, mais aussi et surtout dans le spectre. Il faut bien dire que tout ce qu'on peut voir, c'est la peau de l'étoile qui explose. On ne voit jamais directement l'intérieur, du moins dans un premier temps. Quand ça se dilue après suffisamment, on peut voir un peu à l'intérieur. Mais dans un premier temps, on voit juste la peau de l'étoile. On peut prendre le spectre, on peut mesurer la composition chimique. Et sur base de cette composition chimique, on distingue deux types essentiellement, le type 1 et le type 2. Alors le type 2, c'est très clair. Il y a de l'hydrogène dans le spectre. Or, l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Toutes les étoiles ont de l'hydrogène dans leur enveloppe. En général, le Soleil a plein d'hydrogène. Donc ça, c'est tout à fait normal. Alors, le type 1 maintenant, ben, il n'y a pas d'hydrogène là. Vous voyez silicium, calcium, hélium, mais pas d'hydrogène. Ça, c'était une définition qui était au début des années 80, s'imposait. On classifiait les supernovae en type 1 et 2. Mais ça, c'est l'apparence extérieure de la peau de l'étoile. Ça ne nous dit rien sur l'intérieur. Alors, il y a une autre information, c'est les galaxies dans lesquelles on trouve ces étoiles. Vous savez qu'en gros, il y a deux types de galaxies. Les elliptiques, qui sont très vieilles, une population stellaire vieille et rouge, donc des petites étoiles, parce que les étoiles massives ne vivent pas très longtemps. Il n'y a pas de formation stellaire ici depuis des milliards d'années. Et puis les spirales, les irrégulières, dans lesquelles il y a à la fois des étoiles vieilles, comme la Voie lactée, mais aussi des jeunes et des massives. Alors, les supernovae de type 1A, on les trouve partout, dans toutes les galaxies. Les trois autres, on les trouve seulement dans les spirales et les elliptiques. Alors, ça veut dire que ces trois-là ont besoin des étoiles jeunes et massives. C'est la seule chose qui n'existe pas là. En revanche, ceux-là ont besoin des étoiles petites et vieilles, parce que c'est la seule chose qui existe dans les deux cas. Et l'idée qu'on s'est fait maintenant pour le mécanisme de l'explosion, parce qu'il faut faire exploser des étoiles petites et vieilles, ce n'est pas évident. Alors, c'est l'explosion thermonucléaire d'une naine blanche. Parce que les naines blanches, c'est des objets qui viennent de l'évolution des petites étoiles, et ils n'ont pas d'hydrogène, c'est de carbone-oxygène, n'est-ce pas? En revanche, tous les autres types, ici, c'est des étoiles massives qui explosent par l'effondrement du cœur de fer. Si, au moment de l'explosion, ils ont gardé l'enveloppe d'hydrogène, c'est de type 2, mais s'ils ont perdu l'enveloppe d'hydrogène, et il y a plein de phénomènes qui peuvent le faire perdre l'enveloppe, donc c'est de type 1B ou 1C. Donc voilà les deux grandes catégories maintenant qu'on se fait sur base, non pas de spectre, parce que le spectre, ça nous dit des choses sur la peau de l'étoile, mais pas sur le moteur central. Sur base du moteur central, ce qui compte, c'est supernovae gravitationnelles, c'est tout cela, ou thermonucléaires, c'est cela. Donc on va dire maintenant deux mots sur le thermonucléaire. Alors comment faire exploser une naine blanche? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'une naine blanche est éternelle. Le seul moyen, c'est pas quand elle est seule, mais quand elle est dans des systèmes binaires. Et vous savez que la plupart des étoiles dans la Voie lactée, c'est dans des systèmes multiples. Donc si on a une naine blanche qui accrète de la matière de son étoile compagnon, sa masse augmente, et il y a une masse limite qu'une naine blanche peut supporter. Ça s'appelle la masse limite de Chandrasekhar, du nom d'un célèbre astronome indien qui a eu le prix Nobel en 1983. Cette masse-là, ce n'est pas beaucoup plus grand que la masse du Soleil, 40% plus grand que la masse du Soleil. Donc dans ce cas-là, si la masse de la naine blanche dépasse cette limite, la naine blanche s'effondre d'un coup, et comme elle a des combustibles nucléaires, du carbone et d'oxygène, le carbone et l'oxygène se mettent à brûler. C'est une combustion thermonucléaire purement, ça dégage beaucoup d'énergie. C'est une flamme thermonucléaire qui se propage à l'intérieur de la naine blanche et qui incinère la totalité de la naine blanche et propulse tout ça dans les milieux interstellaires. Ça ne laisse pas de résidus, contrairement aux étoiles massives où on a une étoile à neutrons et un trou noir. Ici, on n'a rien. Il ne reste rien à la place de l'explosion. Alors, bon, il reste, là c'est un peu technique, comment se propage la flamme. Ici, vous avez 4 instantanés, plus vite ou moins vite que le son. Déflagration ou détonation. Je vais vous montrer juste une petite simulation dans le même esprit que ce qu'on a vu tout à l'heure, toujours par nos collègues du Max Planck. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est la propagation de la flamme à l'intérieur de l'étoile. On a l'impression qu'il se passe, ce n'est pas une explosion, mais en réalité, il faut suivre à la fois cette échelle-là, en haut, cette échelle-là, vous voyez 200 centièmes de seconde, ça veut dire 2 secondes en gros. Tout se passe en 2 secondes.
Alors, sur cette échelle-là, vous voyez, 10 puissance 9 cm, ça fait 10 000 km, c'est la taille de la Terre. Mais au départ, je vais passer encore la simulation, au départ, on est à 10 puissance 7 cm, 100 km, c'est la taille de la région parisienne. Donc, au départ, on a focalisé, on fait un zoom à l'intérieur, où la flamme commence à se propager, et puis au fur et à mesure, on recule. C'est pour ça qu'on a l'impression que, bon, ça prend toujours la totalité de l'image. Mais c'est quelque chose qui se propage beaucoup, hein, donc il faut suivre ça aussi. Bon, c'est pas facile. Mais voilà, ça augmente tout le temps jusqu'à... voilà. Et puis, donc, c'est une explosion thermonucléaire cette fois-là. Alors, cette explosion fait que la moitié de la masse de la naine blanche se transforme en nickel 56. Bon, maintenant, on commence à connaître. Hein, c'est un noyau radioactif, on connaît l'histoire. Et c'est ce noyau-là qui alimente, c'est une supernova radioactive après, pendant longtemps. Et il s'avère que ce type d'explosion, on a dit tout à l'heure que les étoiles massives produisent le calcium, le silicium, l'oxygène, etc. C'est vrai, et un peu de fer. Mais ces explosions-là, elles sont un peu moins fréquentes que les précédentes, que les étoiles massives. Les supernovae thermonucléaires, dans une galaxie comme la nôtre, sont 5 fois moins fréquentes que les explosions des étoiles massives. Mais chacune produit 10 fois plus de fer individuellement qu'une étoile massive. Donc vous voyez, au total, elles contribuent beaucoup quand même. Elles sont les producteurs majeurs du fer et des noyaux du pic du fer, du nickel, du cobalt, etc. dans l'univers. Elles jouent un rôle important dans la nucléosynthèse. Une des applications les plus intéressantes de ces supernovae, c'est que non seulement elles sont les plus lumineuses, parmi toutes les supernovae, les types 1A, les supernovae thermonucléaires, sont les plus lumineuses. Ils sont quelquefois une dizaine de fois plus lumineuses au maximum que les étoiles massives quand elles explosent. Mais en plus, ils ont la propriété d'avoir une courbe de lumière exemplaire, très régulière. Et on utilise ces propriétés-là pour mesurer les distances en cosmologie, parce qu'on connaît la luminosité absolue. Vous savez, un des gros problèmes en astrophysique, c'est la détermination des distances des divers objets célestes. Comment savoir un objet à quelle distance se trouve? Il y a un certain nombre de méthodes, mais la plus importante, c'est si vous êtes sûr de la luminosité de l'objet, vous mesurez son flux apparent sur Terre, c'est la luminosité divisée par 4 pi la distance au carré. Donc, vous mesurez ça, vous êtes sûr de ça, vous trouvez la distance. Et dans les cas de supernovae, on est sûr de ça. Donc, on les utilise comme indicateurs de distance. Et c'est grâce à ça qu'on a pu, grâce à cette propriété, ils ont été utilisés pour découvrir, à 1998, que l'expansion de l'univers, vous savez, l'univers s'est dilate depuis le Big Bang, que cette expansion est en train d'accélérer aujourd'hui. Et on ne sait pas pourquoi, elle est attribuée à une énergie sombre qui reste toujours mystérieuse. Alors là, je vais vous passer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, malheureusement. C'est un sujet en soi, hein. Je pense qu'on a eu des conférences aussi, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Et je vais passer, voilà. Je vais passer à un autre type d'explosion qui est quand même très lié à ce qu'on a dit jusqu'ici. Là aussi, on a eu des exposés, on a eu des conférences ici, je crois, par Robert Moscovitch, mais juste par complétude, bon, je vais mentionner, et pour ceux qui n'étaient pas là, le cas des sursauts gamma. C'est des flashs gamma qui ont été découverts accidentellement par des satellites militaires américains en 1969. Dans les années 90, on a découvert que, grâce aux satellites Gamma Ray Observatory de la NASA, qu'ils sont distribués dans le ciel de manière complètement isotrope, dans toutes les directions du ciel. Ici, le centre galactique, ici, c'est le pôle nord galactique, le pôle sud. Donc, vous voyez qu'il y a partout, donc il est clair qu'ils ne sont pas dans la Voie lactée, sinon on le verrait dans les plans. Ils sont partout, donc peut-être à distance cosmologique. Mais vous savez, il est très difficile de localiser une émission gamma. Ce n'est pas comme en optique, vous voyez quelque chose en gamma, c'est quelque chose d'assez flou qu'on voit. Et il a fallu attendre la fin des années 90 pour le localiser en X et en optique, grâce à des émissions qu'on appelle afterglow. Et on a effectivement confirmé qu'ils sont à des distances cosmologiques. Donc ça veut dire qu'ils sont très loin. Enfin, le record aujourd'hui, c'est un redshift de 6. Leur lumière a été émise quand l'univers était 6 fois plus petit qu'aujourd'hui, donc il y a 12 ou 13 milliards d'années. Et ça veut dire que s'ils sont si loin, et si on détecte autant d'énergie, que l'énergie à la source est énorme. Alors combien? Si vous avez la puissance, c'est un erg par seconde aussi, c'est une échelle logarithmique qui va très vite. Une ampoule ici, une bombe à hydrogène, 10 puissance 20 sur cette échelle, le Soleil, 10 puissance 33, 10 puissance 42 erg par seconde pour la supernova en optique, 10 puissance 53 erg par seconde pour un sursaut gamma, uniquement en gamma. Enfin,
ça dépend, 54 ou 52, ça dépend si vous adoptez une émission isotrope ou un faisceau qui vient vers nous. Si vous avez un faisceau, c'est plus concentré quand même, donc c'est 250 ergs par seconde. En gamma, dans des photons gamma, c'est à peu près la même chose que les supernovae en neutrinos. Alors, ils ont différentes formes. Il y a des sursauts courts et longs. C'est les longs qui vont nous intéresser ici, parce que ça ressemble beaucoup. Les moteurs de ces sursauts longs, on pense que c'est une étoile massive. C'est un modèle qui a été proposé au début des années 90, et maintenant, il semble que c'est lui qui est adopté par la majorité des spécialistes. C'est ce qu'on appelle un collapsar. Collapser, bon, ça s'effondre, mais ça s'effondre de manière un peu différente de ce qu'on a vu pour les étoiles massives classiques. Parce que le cœur de l'étoile est en rotation cette fois-ci. Alors, il y a un trou noir qui se forme au centre, mais le fait que c'est en rotation, ça signifie que les autres couches ne peuvent pas tomber de manière radiale aveuglément parce qu'ils tournent. Il y a la force centrifuge qui les empêche. Donc, ils forment un disque autour. Bien sûr, le disque finira par être avalé par le trou noir. Et cela va libérer de l'énergie. Et cette énergie-là va alimenter deux jets qui se propagent à l'intérieur de l'étoile. Donc, formation d'un disque d'accrétion, des jets qui se propagent le long de l'axe de rotation. Et c'est là où on pense que sont formés les gamma. Donc, une fois que vous avez le moteur central ici, après, il y a un jet qui se propage à l'extérieur de l'étoile. Et dans les jets, les différentes couches vont très vite, à des vitesses très proches de celles de la lumière. Pas toutes à la même vitesse. Celles qui viennent en arrière sont plus rapides que celles du devant. Donc, ils tapent dessus et ça fait des photons gamma. C'est le sursaut gamma qu'on voit. Et puis, la tête du jet, là, quand il tape dans les milieux interstellaires, ça fait l'émission X, optique, radio, ce qu'on voit, les afterglow. Donc, les chocs internes pour les rayons gamma, les chocs externes pour l'afterglow. Et là, je vais vous montrer un petit film qui montre aussi, une petite animation plutôt. Ce n'est pas une simulation numérique, c'est une animation qui montre, on plonge à l'intérieur de l'étoile, on voit la formation du trou noir en rotation, donc il y a un tor, un disque qui sera formé, léger, qui se propage à l'intérieur de l'enveloppe de l'étoile, et qui vont finir par percer la surface de l'étoile, qu'on voit là. Voilà, elle perce la surface de l'étoile, il se propage dans les milieux interstellaires, et comme l'étoile tourne, si le faisceau pointe vers nous, c'est à ce moment-là qu'on voit les sursauts gamma. Si le faisceau ne pointe pas vers nous, on ne voit pas des sursauts gamma. Et voilà, on va le passer encore une fois. Et donc, vous voyez, c'est toujours un effondrement du cœur d'une étoile, mais un peu particulier cette fois-ci. Et la majorité de l'énergie, au lieu de partir en neutrino, elle part en photon gamma à cause de cette propriété-là de cette propagation particulière de G. Donc voilà, on arrive, j'ai voulu aussi vous montrer ça, ne pas insister aux implications cosmologiques. Donc maintenant, les perspectives des supernovae. Alors, dans les années à venir, l'étude des supernovae sera très très important. Dans le cas des supernovae par effondrement gravitationnel, on espère toujours détecter une supernova dans la Voie lactée, la première depuis Kepler. Et là, statistiquement, il y a 2 ou 3 par siècle. Bon, ça fait des années qu'on a des détecteurs de neutrinos. Même si on ne les voit pas en optique parce qu'ils sont obscurcis par les gaz et les poussières du plan, en neutrinos, on ne les rate pas, et même en gamma. Les neutrinos traversent toute la galaxie et les gamma aussi. Et comme on a des détecteurs de neutrinos depuis une vingtaine d'années en opération, dans 1, 2, 3 décennies, on espère détecter les signaux neutriniques et les ondes gravitationnelles qui vont avec, dont je n'ai pas dit un mot, et peut-être comprendre le mécanisme de l'explosion. Dans les cas des supernovae thermonucléaires, comprendre tout ça, peut-être. Dans les cas des sursauts gamma, il y a plein de phénomènes physiques qu'on essaye de comprendre encore. Le moteur central, ce n'est pas bien sécurisé encore. Et puis, il y a aussi des choses dont je n'ai pas parlé du tout. Les premières supernovae, celles qui ont été formées au début de l'univers par les gaz sortis du Big Bang. Il n'y avait pas de métaux au départ. Donc, on pense que ces étoiles-là étaient beaucoup plus massives, non pas quelques dizaines de masses solaires, mais quelques centaines de masses solaires. Ils avaient une évolution particulière, une nucléosynthèse particulière. Et ils ont légué, cette nucléosynthèse a contribué à la composition des plus vieilles étoiles de la Voie lactée qu'on voit aujourd'hui. Donc, je ne vais pas parler du tout de ça. Donc, voilà pour les perspectives. Et si vous vous intéressez dans tout ça, il y a eu un très beau bouquin qui était paru il y a 20 ans, justement, non, 19 ans. Voilà, aux presses du CNRS. Je ne saurais trop vous les conseiller. Malheureusement, il est épuisé. Mais avec un peu de bonne volonté de notre part, Thierry, il s'est déjà mis, et je dois me mettre, ça va paraître une réédition de ces livres aux éditions Belin à la rentrée.
Donc là, il y aura tout ce qu'on a dit ici, plus beaucoup d'autres choses, si vous êtes intéressé par ces sujets explosifs. Merci. Merci. Je ne peux pas applaudir parce que je vais faire tomber le micro, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. Merci Nicolas. J'aurais moi aussi une centaine de questions à te poser, mais je vais me frustrer un petit peu. Je te les poserai demain. Et je vais passer la parole à la salle. Je vois qu'il y a déjà des questions là-bas. Merci. Une question peut-être un peu technique, mais enfin bon. Dans le cas de l'effondrement des étoiles massives, le premier scénario que vous nous avez décrit, au voisinage du rebond central de l'onde de choc, que peut-on dire, enfin, je pense que par les simulations, on peut y répondre, de l'ordre de grandeur, je dis bien l'ordre de grandeur, hein, de la discontinuité de vitesse matérielle à travers l'onde de choc. Première chose. Deuxième chose, j'imagine, je ne suis pas un spécialiste. Hein, alors, quel peut-on dire de... Quel est l'ordre de grandeur de la discontinuité de la vitesse matérielle à travers le choc? Ah oui, c'est quelques dizaines de milliers de kilomètres. Le delta U. Hein. Delta U. Et puis ensuite, est-ce que la matière qui est condensée là extrêmement, j'imagine qu'elle est dans un état quantique dégénéré? Oui. L'ordre de vitesse, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 10-20 000 km par seconde. Et la matière, qu'est-ce que vous appelez maintenant dégénérée? Parce qu'il ne faut pas... Oui. Alors, dans de grandes densités, un gaz est dégénéré. Alors, mais on a deux gaz, en fait, qui coexistent. C'est le gaz des électrons, qui est dégénéré depuis le départ. Le gaz des électrons, à l'intérieur, est dégénéré depuis le départ. En revanche, le gaz des nucléons, de neutrons, il devient dégénéré seulement à la fin, quand vous formez l'étoile à neutrons. C'est à ce moment-là qu'il est dégénéré. Est-ce que vous avez trouvé le noyau restant? Je crois que non. Dans le cas de la supernova du nuage de Magellan. 1980. Voilà, la question c'était, est-ce qu'on a vu au centre les résidus, hein, soit une étoile à neutrons, soit un trou noir? La réponse est non, on ne l'a pas trouvé encore. S'il y a une étoile à neutrons avec une surface chaude, plusieurs millions de degrés, elle doit émettre dans les rayons X, mais comme il y a toujours des débris autour, cette émission doit être absorbée. Même s'il y a un pulsar, il n'est pas clair, il n'est pas sûr que son faisceau va pointer vers nous pour le voir en radio, c'est peu probable. Donc, bon, on n'a pas trouvé encore, non, on n'a rien vu pour l'instant. Ça devrait se manifester, je sais pas, dans 10-20 ans peut-être. Dans le cas des gammas dont tu as parlé tout à l'heure, tu as dit, bon, finalement, l'essentiel de l'énergie est émise par l'intermédiaire des bursts gamma. Tardive, l'émission tardive, pas au départ. Tardive, l'émission au bout de quelques mois, quelques semaines. Non, je parle des supernovas, des gamma ray bursts. Ah, des gamma ray bursts, oui, pardon. Tu dis que l'essentiel est produit à travers les gamma. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas autant de neutrinos que une forme d'énergie? Autant de neutrinos, un facteur 2 près. Oui. Oh, si, oui. Ça, un facteur 2, je dirais oui. Mais un facteur 10 ou 100, c'est très difficile de le voir. Oui, un facteur 2, oui. Bien sûr. J'ai entendu parler de SN1A qui serait plus massif que les limites de Chandrasekhar. Pardon, vous avez entendu parler de... Y a-t-il des SN1A oui. Dont la masse serait supérieure à la limite de Chandrasekhar, la limite classique? J'ai lu un article là-dessus une fois. Mais, attendez, une supernova dont la masse, au moment de l'explosion, serait supérieure? Oui, c'est ça, oui. On peut envisager ça. Bon. J'ai l'impression que ça, c'était basé quand même sur une détection, une limite supérieure des photons gamma qui ont des masses de nickel très importantes, une 1,2 masse solaire qui n'a pas été vérifiée. Mais en principe, on peut imaginer, parce que la masse limite de Chandrasekhar est valable pour une naine blanche qui est statique, un objet statique. Si ça tourne, ça peut supporter une masse supérieure quand même. À cause de la force centrifuge, bien sûr, ça peut supporter. Est-ce que le collapse brutal de deux étoiles relativement massives peut conduire à une supernova? Le collapse de deux étoiles simultanées, vous voulez dire? Ah non, la collision de deux cœurs d'étoiles. Pas une supernova. En général, on imagine ce mécanisme
je ne sais pas, vous voulez dire deux étoiles vraiment sur la séquence principale ou une géante rouge ou... Non, ce qu'on imagine pour expliquer les sursauts gamma courts, les courts ici, pour les longs, on en a parlé, c'est le collapsar. Pour les courts, le modèle actuel en vogue, c'est la collision des deux étoiles à neutrons. Donc, c'est les résidus de deux étoiles massives qui ont évolué et qui tournent l'une autour de l'autre. Ça émet des ondes gravitationnelles, ça perd de l'énergie, donc ça se rapproche de plus en plus et ça finit par rentrer en collision. Voilà, ça c'est les modèles actuellement pour les sursauts gamma courts. Mais pas des deux étoiles, je veux dire, parce que pour faire collisionner des étoiles, c'est extrêmement rare, même dans un système double. Pourquoi il rentrerait en collision? Il n'y a pas de raison pour qu'il rentre en collision. Même, il y a plein d'étoiles massives qui se trouvent dans des systèmes doubles. Oui, mais il y a 1 trillion de comètes dans les nuages d'Oort et ils sont soumis à des actions gravitationnelles de Jupiter. Non, faire collisionner des étoiles, je veux dire des vraies étoiles sur la séquence principale, c'est extrêmement rare. Un objet compact avec une étoile, au bout d'un certain temps, oui, parce qu'ils perdent de l'énergie. Mais durant leur vie normale, dans quelques dizaines de millions d'années, des étoiles massives ne perdent pas assez d'énergie pour collisionner. Alors, il y a une autre possibilité qui est la suivante, c'est si vous avez des étoiles dont l'une devient géante rouge, il évolue, son enveloppe, il englobe l'autre étoile. Et ça, on connaît ce système-là, on connaît l'évolution, ça s'appelle une évolution en common envelope commune, mais c'est plutôt, il entoure, il ne rentre pas en collision, il avale cette étoile-là, et l'étoile spirale parce qu'il y a de la friction dans l'enveloppe et il finit par rentrer là. Ça, c'est une possibilité, voilà. Oui, pouvez-vous dire 2 mots sur la synthèse des éléments au-delà du fer? Au-delà du fer, les éléments ne sont pas formés par des réactions de fusion des protons, parce qu'il faut énormément d'énergie pour faire fusionner, c'est des charges très très énormes pour faire surmonter la barrière coulombienne, donc il faut capturer des neutrons. Alors, soit on capture des neutrons dans les étoiles peu massives, de manière très calme, ce qu'on appelle les processus S, on fabrique des noyaux le long de la vallée de stabilité nucléaire, soit si on s'intéresse aux noyaux qui sont très riches en neutrons, comme c'est l'or par exemple, le plomb, le thorium, le plutonium, l'uranium par exemple, là c'est les noyaux, ce qu'on appelle R, parce que ça se passe sur une échelle de temps rapide, et ça se fait lors de l'explosion d'une supernova. Donc la moitié des éléments plus lourds que le fer sont faits lors des explosions de supernovae, et l'autre moitié dans les étoiles de masse intermédiaire, par processus S. Mais toujours par capture de neutrons dans les deux cas. Ces neutrons viennent d'où? Alors, dans le cas des petites étoiles intermédiaires, il y a une source de neutrons qui est la réaction carbone 13 alpha N. Bon, ça libère des neutrons. Dans le cas des étoiles massives, du processus R, on ne le sait pas. Voilà, encore des choses à apprendre. Ah oui, le processus R, c'est le dernier processus de nucléosynthèse qui n'est pas encore compris. Voilà, ça, on peut le dire. Que de questions? Je reviens, moi, sur les neutrinos qui sont coincés dans l'étoile. Alors là, moi, ça me sidère. Temporairement. Oui, mais alors, attendez, est-ce que ça veut dire qu'on a un nouveau modèle du neutrino pour pouvoir émettre cette hypothèse? Oh non, c'est pas les interactions qui ont lieu là, c'est les interactions standards. Vous savez, les neutrinos interagissent. Sinon, on les a détectés près des accélérateurs. C'est comme ça que les neutrinos ont été découverts en 1956. On détecte les neutrinos du Soleil, une poignée seulement. Vous savez, maintenant qu'on parle, chaque centimètre carré de notre peau est traversé par 60 milliards de neutrinos du Soleil. On ne se rend pas compte. Mais quelques-unes interagissent tout de même. Et si vous avez un milieu extrêmement dense, non pas quelques grammes par centimètre cube qu'on a ici, mais 1 million de tonnes par centimètre cube, là, il reste piégé. C'est la densité qui fait. Mais les interactions sont les mêmes, ce n'est pas une nouvelle interaction. Oui, vous avez dit qu'il y a des énergies fantastiques qui se dégagent, aussi bien des neutrinos que des rayons gamma. Que devient cette énergie dans l'univers? Est-ce que c'est, par exemple, ce qui déclenche dans les nuages intergalactiques la naissance des étoiles, commande de choc, que devient ces énergies? Alors, les neutrinos, on l'a dit, interagissent très peu. S'ils sortent d'une région très dense, après, ils se propagent dans l'ensemble de l'univers. Ils vont à l'autre bout de l'univers. Ils s'arrêtent, ils
font rien, leur énergie n'est pas utilisée du tout. Bon, de temps à autre, ils sont capturés par un noyau quelque part, mais ça ne fait rien du tout. Et c'est pareil pour le gamma. En revanche, l'énergie cinétique de la supernova, c'est-à-dire les débris qui sont projetés, les noyaux, le gaz de la supernova qui est projeté et qui transporte un centième de l'énergie totale, qui est tout de même conséquent, alors cette énergie-là, oui, parce que ces débris tapent sur le milieu environnant et ça peut faire des choses. Ça chauffe le gaz, ça le fait rayonner, ça peut condenser le gaz, il y a un front de condensation qui est poussé et ça peut provoquer l'effondrement du gaz plus loin pour former de nouvelles générations stellaires. Un des modèles pour la formation des étoiles, qui est un sujet, comme vous savez, de l'astrophysique encore mal compris, c'est comment les étoiles sont formées. Et une des possibilités, c'est si vous avez une supernova à proximité d'un nuage moléculaire, ça pousse l'explosion de la supernova et les débris, ça pousse le gaz et ça l'oblige à s'effondrer et à former de nouvelles générations stellaires. Donc cette énergie, parfois, elle sert, elle fait des choses. Mais pas celle de neutrinos ou de gamma. Celle-là, elle est complètement immatérielle, elle est dispersée un peu partout dans l'univers. Ça sert à la détecter par nous et à comprendre ce qui se passe, ou par d'autres civilisations peut-être. Est-ce qu'il serait possible d'expliquer qualitativement ou pas la raison d'existence d'une limite, de la limite de Chandrasekhar? Pourquoi une naine blanche, à partir du moment où elle dépasse une certaine limite, elle explose? Ah, elle explose. Pourquoi? Elle s'effondre d'abord. C'est ça le point. Parce qu'il s'avère que la gravité est toute puissante. Et il n'y a rien qui puisse lui résister si vous rassemblez suffisamment de masse. Au-delà d'une certaine limite, le gaz des électrons, parce que les naines blanches sont composées d'un gaz d'électrons, essentiellement. C'est du carbone et oxygène. Mais ce qui résiste, ce n'est pas les noyaux, c'est les électrons qui bougent, qui vont vite, qui exercent une pression. Donc, si vous continuez à charger la naine blanche, les électrons ne peuvent pas résister. Donc, ils s'effondrent. Ensuite, c'est le gaz de nucléons. Si vous condensez beaucoup un gaz de nucléons, et c'est ce qu'on l'a vu ici, dans l'effondrement du cœur de fer qui se transforme en étoile à neutrons, ça rebondit. Pourquoi? Parce que les neutrons réagissent. Et ils peuvent supporter une certaine quantité de matière, jusqu'à 2 masses solaires, pas beaucoup plus. Mais au-delà de 2 masses solaires, c'est fini. Rien ne peut résister si c'est un gaz froid, si vous n'avez pas d'autres sources d'énergie comme la fusion nucléaire, etc. Si vous n'avez pas de réserve nucléaire, vous avez perdu contre la gravité. Elle gagne toujours et ça fait un trou noir. Vous avez dit que les neutrinos emportaient une partie tout à fait énorme de l'énergie, presque la quasi-totalité. 99%. 99%. Et ils le font dans une situation où la matière est dans un état de densité dont aucune expérience jamais faite par les hommes ne rend compte. Alors ne peut-on pas imaginer que la physique du neutrino dans ces conditions-là présente quelques petites différences avec les résultats qu'ont donné les différentes expériences faites sur Terre? Disons qu'il y a des évolutions de certaines... Tout à fait. Vous savez, un des problèmes qu'on avait, si on veut modéliser ce genre de phénomène, un des problèmes qu'on a, c'est de connaître exactement la densité de matière nucléaire à l'intérieur du proto-étoile à neutrons et de savoir combien de temps les neutrinos vont rester là, comment ils vont se comporter. Et tout ça, c'était des améliorations. Tout ça, c'était la physique très poussée que les gens utilisaient et continuent toujours à raffiner dans leur modèle. Oui, ça, c'est une des questions d'actualité quand même. Je ne dis pas qu'on connaît parfaitement tout ça. Bonsoir. Est-ce que les sursauts gamma pourraient être causés par des supernovas? Est-ce que les sursauts gamma pourraient être causés par les supernovae? Un des modèles qu'on a, et ce que j'ai essayé de présenter ici, ça implique l'effondrement du cœur d'une étoile massive. C'est un peu la même chose qu'une supernova classique, sauf que cette fois-ci, c'est en rotation. Et donc l'évolution ultérieure est un peu différente. Mais après, une fois que le jet qui est produit là se propage dans l'étoile, bien sûr, ça chauffe toute l'enveloppe et ça l'expulse dans le milieu interstellaire. Donc on a un phénomène qui est un peu équivalent à une supernova, si vous voulez. Et on a découvert, dans certains cas, après un sursaut gamma, on a découvert l'éclat qui diminue dans le temps d'un supernova. Donc, on ne peut pas dire... Donc la question, c'est, oui, c'est des phénomènes qui sont liés, c'est-à-dire ce collapsar-là, c'est l'effondrement du cœur de l'étoile massive. Ce n'est pas la cause, la supernova, ce n'est pas la cause du sursaut gamma.
Je dirais plutôt que c'est l'inverse. C'est les sursauts gamma qui causent la supernova, si vous voulez, dans ce sens-là. Mais en tout cas, ils sont liés. Ça, c'est clair. Alors moi, je vais poser une autre question dans la lignée de ce qui vient d'être dit. Comment se fait-il que certaines étoiles massives donnent des supernovas telles que tu les as décrites, alors que d'autres étoiles massives donnent ces phénomènes-là? Autrement dit, on pourrait s'attendre à ce que la plupart des étoiles massives soit tournent, soit ne tournent pas. Mais là, tu sembles indiquer qu'il y a deux catégories d'étoiles. Certaines qui donnent des bursts et d'autres qui n'en donnent pas. Ben, d'abord, il y a un élément qui nous aide un peu dans cette direction, enfin, pas beaucoup, enfin, pas vraiment en réalité. C'est que si on fait les calculs sur le nombre, on sait des étoiles massives entre 10 et 100 masses solaires. Tout ça, ça doit donner des supernovae. Et puis, on comptabilise, parce qu'on commence à avoir des statistiques assez précises maintenant, des sursauts gamma. Et on se pose la question, pour 10 000 étoiles massives, combien donnent des sursauts gamma? La réponse est 1 ou même 0,1. La fréquence des sursauts gamma est très très faible. Un pourcentage infime des étoiles massives semble donner des sursauts gamma. Alors, pour quelle raison? Ça, on ne le sait pas. Parce que toutes les étoiles doivent tourner. Mais il faut savoir quand même que comme elles tournent, elles perdent aussi de la masse. Et si tu perds de la masse emporte aussi les moments angulaires, les moments cinétiques, pardon, quand ça tourne. Et ça ralentit la rotation. Donc, même si elles tournent au départ, à la fin, parce que ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de rotations à la fin dans les cœurs. Donc, il n'est pas clair que même si beaucoup d'étoiles tournent, au début de leur évolution ou pendant leur évolution, il n'est pas clair qu'à la fin de leur évolution, l'écœur va continuer à tourner très rapidement. Dans la plupart des cas, il se peut que la plupart des moments cinétiques soient évacués avant. Donc ça, c'est une réponse possible. Ce qui explique qu'il y en a très peu qui continuent à tourner suffisamment pour produire les gamma. D'accord. Est-ce qu'on connaît le mécanisme de la formation des jets? Non. Non, vraiment, dans tout ce que je vous ai raconté, ce qu'il faut retenir et sur lequel les gens travaillent plus, c'est ça. Non pas ce qu'on appelle le moteur central, ça c'est une boîte noire, on ne le comprend pas très bien. Ça c'est la boîte noire ici, hein. Donc le moteur central. Ça, en revanche, c'est ça qui donne les signaux qu'on détecte. On détecte les gamma qui sont produits là, loin du moteur central. Hein. Ça c'est à l'extérieur de l'étoile. On détecte ça très loin de l'étoile. Donc la plupart des études, celles qui peuvent être, si vous voulez, vérifiées ou confrontées aux données observationnelles, sont des choses qui concernent l'extérieur, les jets qui se propagent dans le milieu interstellaire. En revanche, ce qui se passe là et comment le jet est lancé, ça c'est encore matière à spéculation. Je peux vous mentionner des idées, comme par exemple à l'intérieur ici, il fait très chaud dans le Thor ici. Il y a beaucoup de neutrinos, comme dans les supernovas. Et ces neutrinos s'annihilent ici à la base du jet et ça fait des électrons positons qui sont poussés. Je peux mentionner plein de modèles, mais ce sera des modèles quand même. Ça ne peut pas être validé au jour d'aujourd'hui par des observations. C'est des modèles qui reproduisent l'énergétique, par exemple, les vitesses, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Voilà. Ça montre bien que c'est un sujet fructueux, qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de physique. Oui, là, le moteur central de sursaut gamma, c'est quelque chose. Et là, vous plongez dans l'essence même de la recherche actuelle. Ah oui, c'est un sujet de recherche actuel très, très brûlant, tout à fait, oui. Voilà. Est-ce que les expériences récentes au CERN et ailleurs sur les collisions entre les noyaux très lourds peuvent donner des informations importantes pour l'astrophysique? Oui, la question c'est, dans les expériences qu'on fait dans les grands accélérateurs, comme celui de CERN à Genève, où on fait collisionner des ions lourds, par exemple, des ions d'or, par exemple, on fait collisionner de l'or, à de très grande vitesse, est-ce que ça peut nous donner des renseignements très utiles pour ces genres de phénomènes physiques qu'on étudie en astrophysique? Et la réponse est oui, bien sûr, parce qu'on apprend par exemple cette matière nucléaire, parce que quand vous faites collisionner des noyaux, vous faites toucher des noyaux à grande vitesse, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vu quand le cœur de l'étoile se fondre, les nucléons commencent à se toucher. La question qu'on se posait pendant longtemps, c'est jusqu'à combien on peut compresser cette matière nucléaire, ce qu'on appelle techniquement les modules de compressibilité de la matière nucléaire. Donc on a des réponses grâce à ce genre d'expérience. Donc ça nous apporte des choses, oui, c'est vrai.
Et on utilise ce genre d'informations pour répondre à ces questions. Aussi, l'équation d'état d'une étoile à neutrons. Combien de masse on peut mettre sur une étoile à neutrons? Quelle est la limite, la masse limite équivalente à la limite de Chandrasekhar, dont on a dit pour les naines blanches? Dans le cas des naines blanches, ce qui supporte, c'est le gaz dégénéré d'électrons. Dans le cas d'une étoile à neutrons, c'est le gaz dégénéré de neutrons. Combien ça peut supporter? On a une limite maximale théorique, c'est 3 masses solaires, mais en réalité, toutes les masses d'étoiles à neutrons qu'on a mesurées, c'est 1,35 masses solaires, 1,4. Donc, il doit y avoir des raisons liées justement à cette physique-là. Et c'est le genre d'informations qu'on essaye d'avoir. J'ai une question concernant les neutrinos. J'ai peut-être pas bien compris d'ailleurs tout à l'heure. Vous avez parlé de la masse des neutrinos. Est-ce qu'on sait trier ou détecter l'origine des neutrinos aujourd'hui et de quelle façon? L'origine des neutrinos? Oui, c'est-à-dire quand ils sont piégés en fait dans vos détecteurs, comment vous identifiez leur origine? C'est-à-dire d'où viennent-ils? Ah, d'où viennent-ils? Oui. Ah oui, je vois. Qu'est-ce qui les a produits en fait? On peut identifier la direction, la direction de l'origine. L'origine, oui. Est-ce que c'est possible? C'est pas aussi facile que quand on voit les photons du Soleil, il y en a une source, etc. Non, c'est clair. Mais quand même, on exploite le fait qu'un neutrino, d'ailleurs, bon, je vais essayer de revenir à... Oups, bon, peu importe. Qu'est-ce que c'est que ça, oui. Bon. Le neutrino arrive quand même dans les détecteurs, il tape sur les molécules d'eau, ça produit, ça libère, ou ça tape sur un électron surtout, sur les électrons périphériques des molécules, et cet électron est accéléré quand même, parce qu'il y a quelque chose qui lui arrive, c'est un neutrino qui transporte beaucoup d'énergie, ça tape sur l'électron, et l'électron se met en mouvement. Et quand vous avez un électron qui se met en mouvement dans l'eau, ça produit de la lumière qu'on appelle lumière Cherenkov. Bon, c'est un peu pour cette raison que dans les accélérateurs, dans les réacteurs nucléaires, on voit une lumière bleue, c'est la lumière Cherenkov. Voilà. Et cette lumière est émise surtout dans la direction du mouvement de l'électron. Donc, c'est capté par les photomultiplicateurs qui se trouvent par là. Voilà. Et donc, on a un renseignement, on sait que le neutrino est arrivé dans l'autre sens. Mais on n'a pas beaucoup d'informations quand même. C'est un peu flou quand même ce qu'on voit. On ne peut pas préciser vraiment la direction. Dans le cas de la supernova du nuage de Magellan, on a vu qu'il y avait une explosion par là. Mais si on ne l'avait pas vu, ce serait en lumière optique, ce serait difficile de déterminer la... Voilà. C'est pour ça. Voilà. Je pense qu'on va te remercier encore une fois. Et alors, le livre... Je pense que... Il y a trop d'applaudissements. Je pense que tu nous as donné le goût et l'envie de revoir ton livre. Ton livre va apparaître dans quelques semaines? À la rentrée. Non, à la rentrée, c'est pour la rentrée. À la rentrée, voilà. Il y aura beaucoup de choses que tu n'as pas dites. Et ah oui, extrêmement passionnantes. Merci encore. Voilà, merci.